Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG, une émission à retrouver en prime en rediffusion tous les soirs à 18h sur Sud FM. Donc un rendez-vous à ne pas manquer désormais. L'équipe B au mieux de sa forme donc pour vous servir dans le cadre de la dernière représentation donc au compte de cette semaine. Merci de nous rejoindre où que vous nous regardez à la télévision. Vous êtes du côté de Dakar mais aussi du côté de Banjul en Gambie. Merci de votre fidélité. À Cancan, vous nous écoutez sur place sur 99 en modulation de fréquence. La fréquence 99.7 en modulation de fréquence du côté de Labé et de Kindi et de Bokeh. À Kindia, c'est Kanya Zik qui relaie cette émission, sans oublier la forêt aussi, avec Zali FM Liberté qui s'y colle. 3 possibilités, vous les connaissez déjà. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 ou vous faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur le www.espacefmguinée.info, notre site internet, ou sur la toile hashtag espace GG. Et derrière, on prendra en compte vos réactions. Merci de nous rejoindre. Donc à la une, la Guinée dans l'attente des résultats des élections communales du 4 février dernier. Après plusieurs jours d'attente, la CENI, l'OGE, annoncera ce vendredi les premiers chiffres relatifs à ces élections. Des résultats ne souffrant d'aucune contestation. En tout cas, c'est ce qu'a précisé hier le président de la CENI, Maître Amadou Salif Kébé. En attendant, le pays est en proie à plusieurs scènes de violence, aussi bien à Conakry qu'en province. Plusieurs interpellations ont déjà eu lieu, notamment à Kalenko, dans la préfecture de Denguiraï. Hier jeudi, de violents affrontements ont opposé des partisans de camps rivaux, des camps adverses, non loin du domicile du président de l'UFDG dans la commune de Dixine. Comment enrayer ces cycles de violence? C'est la question qu'on se pose ce matin. Tour à tour, Dr Makale Traoré de la COFIG, Dr Kouressi Kondé, si tout va bien, de la CANEG, et M. Mamadi Kaba, président de l'INIDH. Ils vont prendre la parole sur cette antenne. On n'est pas oublié aussi M. Mbo Ismaël Kourouma, il est porte-parole des ressortissants de Kalenko. Il devra s'exprimer également dans cette émission. Pendant ce temps, le SLEG version Aboubakar Souma qui maintient son mot d'ordre de grève générale et illimité dans le secteur de l'enseignement pré-universitaire à partir du lundi 12 février, malgré le bras de fer judiciaire dans lequel sont engagés les deux camps rivaux du syndicat des enseignants, malgré aussi un contre-appel lancé hier par la FSPE. Aboubakar Souma et son groupe n'en démord de guerre. Qu'est-ce qui fonde leur détermination? Jusqu'où comptent-ils aller? On va en savoir ce matin dans la deuxième partie avec le principal concerné, Aboubakar Souma, que nous allons appeler donc dans la deuxième partie. Bonjour Basego. Oui, bonjour Aboubakar. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Ton micro aussi qui n'est pas déactivé. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Bien. Pour commencer, Antoine, cette précision hier par rapport à ce qui s'est passé à la tannerie, c'est important. Ce qui s'est passé à la tannerie concernant le commandant Aminata Kamano, je crois que ça a été relevé à l'antenne hier, qu'elle a été agressée par des hommes de Malick Sankan, des gardes du corps notamment. Et on a été sur le terrain pour comprendre ce qui s'était passé. On s'est rendu compte que c'était plutôt le contraire. Apparemment, ce sont les hommes de Malick Sankan qui l'auraient sorti des griffes de certains éléments incontrôlés des forces de sécurité qui venaient en sens inverse de l'autre côté de Yimbaya. Elle les a arrêtés, ils étaient en civil. Et selon ce qu'elle nous a elle-même dit, relevé comme information, elle nous a fait savoir que ces éléments-là étaient non seulement en état d'ébriété, elle les a arrêtés parce qu'ils étaient en sens inverse. Et donc, ceux-ci ont tenté de se jeter sur elle, de l'agresser physiquement. C'est ainsi que les éléments de la commune sont venus s'interposer afin d'empêcher cela. Et donc, ces deux personnes ont été emmenées dans la commune afin d'être entendues. Et c'est de passage que les éléments de Malick Sankan passaient, ils se sont arrêtés pour comprendre ce qui se passait. Ils ont reconnu la bonne dame. On lui a demandé ce qui se passait. Elle a dit clairement qu'elle a failli être agressée par ces deux messieurs. Donc, c'est ainsi qu'ils ont... Vous avez pris langue avec Aminata Kamano, qui nous a dit clairement qu'elle n'a pas été agressée par
les gardes du corps de Malik Sankan. C'était plutôt 2 éléments de la gendarmerie qui étaient en civil, mais en état d'ébriété, qui circulaient en sens inverse. Et donc, ceux-ci, les éléments de Malik Sankan, également ceux de la gendarmerie de Yimbaya, ont demandé à ce qu'elle leur remette ces 2 jeunes, parce que j'étais de la gendarmerie selon ce qu'ils ont dit. Et donc, elle leur a confié ces personnes-là, afin, ça a été réglé à l'amiable, peut-être qu'elle nous l'a dit, mais son talkie-walkie a été détruit, l'antenne notamment a été détruite par ces éléments. La suite, avec la dame, dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bien, la Guinée donc dans l'attente des résultats des élections communales du 4 février. Les tout premiers résultats, en tout cas c'est ce que le président de la CENI a promis hier, vont tomber dans la journée ou plus tard ce soir, vendredi, ce vendredi donc au 9 février, et, pour situer les différents compétiteurs. Et le président de la CENI qui a précisé donc que ce sont les résultats et les PV qui ne souffrent d'aucune contestation, donc qui seront proclamés ce soir. Mais tout cela se déroule dans un contexte de violence aussi bien à Conakry qu'en province. Plusieurs arrestations ont eu lieu en marge des violences qui ont endeuillé plusieurs familles du côté de Kalenko. On essaye de jouer à l'apaisement ce matin. Comment enrayer ce cycle de violence? Dr Makale Traoré, Dr Kouressi Kondé et M. Mamadi Kaba, tour à tour, ils vont prendre la parole tout à l'heure. M. Mbo Ismaël Kouma également, il est le porte-parole des ressortissants de Kalenko. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Le SLEG aussi, version Aboubakar Souma, qui n'en demeure guère, qui maintient son mot d'ordre de grève à partir du lundi, mot d'ordre de grève général et illimité dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire. On va poursuivre avec vous, Jacques Lewaleno, ces résultats qui sont attendus, ces premiers résultats dans la journée de ce vendredi. Oui, les résultats donc qui sont attendus dans la journée de ce vendredi. On a eu la précision hier qu'il s'agira des résultats partiels, puisque ce sont pour l'instant, je crois, 147 CACV qui ont pu conduire 170 donc c'est CACV qui ont pu boucler leurs travaux. Il reste encore en tout cas beaucoup de travaux à faire, surtout en région forestière. Alors ce qu'il faut noter déjà, parce que les CACV ont donné des résultats provisoires qui vont être confirmés ou infirmés par la Commission électorale nationale indépendante ce soir. Et dans une large mesure, on peut déjà faire une lecture de ces résultats qui sont donnés. La crainte, c'était pour... en tout cas, la commune de Matoto est surprise. Et hier, on a eu ces résultats-là parce que le président de la CENI s'était trompé au cours d'une interview en donnant une excuse qui ne tenait pas. Comme quoi, Matoto était une commune semi-rurale. Il y avait des îles. Et finalement, chez nos confrères de Jeune Afrique, je crois que c'était vraiment une erreur très grave. Mais tout s'est arrangé. Maintenant... Bon, je ne sais pas si c'est un mensonge, mais je prends ça pour une erreur. Je prends ça pour une erreur. Je prends ça pour une erreur. Bon, maintenant je continue. Nous avons déjà pour la commune de Conakry les résultats de la région de Conakry, pardon, les résultats de 3 communes. Non, on a tous les résultats maintenant. Non, pas encore officiellement pour les CACV. Pas officiellement, mais oui, les résultats sortis des CACV. Des CACV, oui. On a toutes les 5 communes. On en connaît pour 4 communes sur... Qu'est-ce que tu ne connais pas? Pour Matam, Ratouma, c'est déjà depuis 3 jours. Ratouma? Bien sûr, allez-y. Alors je vais poursuivre. Monsieur. Je vais poursuivre. On sait ce qui s'est passé à Kaloum. Maintenant, du côté de Dixil, nous avons ces résultats-là qui sont à l'origine des violences parce qu'il y a des procès-verbaux, semble-t-il, qui ont été annulés. Mais encore une fois, il faut noter quand même que
que ça donnait un message. Parce que quand Aboubacar Souma, qui est tête de liste du RPG Arc-en-Ciel dans la commune, venait, il avait fait croire que c'est grâce à lui que l'UFDG avait gagné les législatives dans cette commune. Bon, les résultats, si nous les lisons, cette liste qu'il conduit avec lui, son parti GDE, il y a le RPG Arc-en-Ciel, mais il y a également l'UFR qui est sur cette liste, qui a battu difficilement l'UFDG. Alors ce message-là, il est un peu clair. C'est-à-dire que je pense que le message qu'il avait voulu envoyer, ce n'est pas exactement ça. Même si la liste du RPG est un peu en avance, mais encore une fois, je pense que l'UFDG se montre de plus en plus forte dans cette commune de Dixine. La même chose se passe du côté de Matoto, où nous avons Kalimoudou Yansane, 14 sièges avec le RPG Arc-en-Ciel. Et il faut noter déjà que derrière le RPG, il y a, si vous voulez, une liste indépendante qui a été fondée par une ancienne du RPG Arc-en-Ciel. Quoi qu'on dise, cette dame peut-être a pu obtenir... Oui, Domani Doré a pu certainement à convaincre d'autres personnes, mais je crois la plupart de ceux qui pourraient voter pour lui pourraient aussi être des... Non, Domani s'en sort avec un siège. Un siège, finalement, contrairement à ce qu'elle a dit, hier. Oui. Et également ici, il y a une certaine percée de l'UFDG, mais également de l'UDG, il ne faut pas l'oublier. Ce parti, en tout cas le parti de Mamadou Sylla, ne meurt pas. Il s'en sort bien à Dixine, il s'en sort bien ici à Matoto, mais également à Boké, où il vient 4e à Kindia. Oui. Donc il essaye de rafler quelques sièges. Je me dis d'une certaine façon que l'UDG fait partie des formations politiques qui se sont distinguées à ces élections communales. Parce qu'on sait déjà ce qu'est le RPG et l'UFDG. Il y a 3 éléments que moi je ressors dans les résultats qui ont été publiés. Et autant reconnaître les percées qui ont été faites par l'UFDG, notamment à Matam et à Matoto, il faut aussi reconnaître aussi que le RPG Arc-en-Ciel, par exemple, a fait des percées du côté de la Moyenne-Guinée, précisément à Gawal, où le RPG... Oui, à Gawal Centre, oui, je veux apporter ces... À Kakoni aussi. Oui, à Kakoni, dans certaines... même chez le député uninominal Ousmane Gawal. Donc ça, ce sont des avancées, des percées, des résultats assez importants pour le RPG. Mais au même moment qu'il faut dire ça, il faut reconnaître que le RPG a eu de sérieuses difficultés dans ses fiefs historiques, notamment par exemple dans une commune rurale, je veux parler de Kintiya, où c'est un candidat indépendant qui est arrivé en tête. Mais du côté également de Bofa, c'est l'UFR qui recule carrément là-bas, parce qu'on sait très bien que c'était l'un des bastions quand même de l'UFR qui cède la place à un candidat indépendant qui est Sedouba Kissing Kamara. Et du côté de Farana aussi, de ce côté également, on sait très bien que toutes les élections qui sont passées ici, on sait que le RPG est largement arrivé en tête. Et bien, lors de ces élections-là, le RPG a enregistré de sérieuses difficultés de ce côté. Bien. Donc, tiens, mais sur le cas de Matoto, est-ce que quand même les deux partis sont au coude à coude, 14 sièges, il va falloir donc jouer des coudes, passer par le jeu des alliances pour pouvoir porter le maire, et l'UFR qui va jouer, donc qui va arbitrer ces alliances. En tout cas, si on s'en tient aux informations qui ont été publiées par Mosaïque Guinée, qui donne ces informations, qui précise que le RPG et l'UFDG obtiennent le même nombre de 14 sièges, suivi de l'UFR avec 7. Le PUP et l'UDG, je crois bien, qui ont 2 sièges. Et puis le bloc libéral, le PDN, un parti indépendant, la Guinée audacieuse, qui obtiennent chacun un siège. Eh bien, c'est à ce niveau-là, si ces résultats sont confirmés et que ce sont les résultats qui ont été effectivement proclamés par la CACV, et la question des alliances pourrait se jouer. Et déjà, la rencontre que le président Alpha Condé a eue avant-hier avec le président de l'UFR, Andy Trelon, je sais que les questions d'alliance ont été forcément soulevées. Et bien dans ces localités-là, je vois très mal l'UFDG avoir une alliance avec l'UFR compte tenu de ce que des grandes gueules formations politiques dans le passé. Et bien de ce côté, le RPG pourrait, à mon avis, prendre la tête de la mairie si l'alliance se confirmait entre le RPG et l'UFR. Pendant ce temps, Mafoudia, des violences assez graves hier dans la commune de Dixine.
d'en arriver à ces violences, quelques mots sur ces résultats qui tombent à compte-gouttes. Moi, je pense qu'à un moment, il est quand même important qu'on puisse expliquer. Je le disais tout à l'heure à Mara à la rédaction, mais il m'a dit que c'était assez large pour que ça passe facilement. Mais je pense qu'il est important qu'on se pose là-dessus et qu'on explique, si on veut, les procédés du choix d'un maire. Parce que pour le moment, pour beaucoup de Guinéens, une fois qu'on dit que, par exemple, le RPG sort gagnant de telle localité, ça suffit. Peut-être pas dans certaines situations, parce que, comme le disait Bassekou, il y a des alliances qui sont en jeu. Donc moi, je pense que ce sont des procédés qu'il est important d'expliquer à la population, quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de partis crient à la fraude, justement ou pas. Moi, par moment, on a l'impression que certains essaient de surfer sur cette tendance. Oui, on a été fraudé, c'est pourquoi on n'a pas gagné. C'est des choses à ne pas éviter, parce que c'est des choses justement qui amènent à ces violences que nous constatons de part et d'autre. 5 enfants tués dans leur sommeil. 2 jeunes, un jeune qui a trouvé la mort à Kindia, un autre qui a trouvé la mort ici à Conakry, à la carrière. Ça nous fait déjà quoi, moins de 6 morts en quelques jours. Comment on peut 7, comment on peut en arriver à cela? Pour le moment, moi j'essaie de comprendre. Quand j'étais dans cette émission la fois passée, les violences ont commencé très tôt. Les jeunes estiment qu'ils ont été fraudés. On a vu cette vidéo, la pagaille qu'il y a eu du côté de Matam, des documents déchirés, des jeunes qui estiment qu'il n'y a même pas à attendre les bastonnés, qu'on n'a même pas à attendre les résultats provisoires ou partiels de la CENI, mais que non, il y a de quoi se rendre justice. Moi, je pense que c'est toute chose qu'il faut éviter. Hier, par rapport à Dixine, j'ai écouté les explications du colonel Bafoué dans le journal de la radio, où il expliquait que ce sont les jeunes qui ont décidé du côté de Dixine, du domicile privé du chef de file de l'opposition, de diriger des barricades parce qu'ils veulent protéger le domicile. Entre-temps, d'autres se sont dit non, vous n'en avez pas le droit, c'est un espace public, tout le monde a le droit de passer. C'est du coup, moi je me dis que c'est des choses à éviter. Absolument. Après, on verra ces vidéos. Colonel Journal Bafoué n'était pas dans son rôle de situer les responsabilités, puisque il n'a pas situé les responsabilités. Il n'a pas, on n'appelle pas ça. Attendez. Et puis en plus de ça, Bassekou, s'il te plaît. Attendez. Justement, c'est ce qu'il a fait. Il a décrit. Non. Il a décrit. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit, mais il est parfaitement. Non. Il fait le constat de ce qui s'est passé. Il doit déterminer les causes de ces événements, surtout quand ils sont violents. C'est le rôle de la police. Bien, je suis désolé. Allez-y au bout, Mafoudia. Alors moi, ce que je disais, c'est que colonel Barry, effectivement, Bafoué, général Bafoué, il est dans son rôle. Qui mieux que lui pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé? Parce qu'après, il y avait des explications par-ci et là, mais à quoi il fallait s'en tenir? On a quand même un responsable de ce côté qui a eu les informations et qui a communiqué sur ce qui s'est réellement passé. Donc, aux gens d'en juger. Maintenant, c'est important qu'on ait cette information. Et à ce moment, Abaka, moi, je pense qu'il est important d'éviter toute chose qui mène à la violence. On aura vu les fenêtres d'un responsable de l'UFDG, Kaya Seyer. Non, mais il faut arrêter ça. Comment on peut en arriver à cela? Aujourd'hui, les gens estiment des appels de par-ci et par-là, et à la responsabilité de tous les Guinéens qui est engagé. Je me réjouis ce matin qu'on ait appelé M. Gouressi, qu'on ait appelé Dr Makale pour les entendre, parce qu'en ce moment, il est important, parce qu'encore une fois, contrairement à certains, moi je pense que même si aujourd'hui on est unanime qu'il y a eu vol, qu'il y a eu tricherie, il est important qu'on préserve la paix autant de fois qu'on peut. Absolument. Parce que rien ne vaut la paix. On a vu la guerre en Syrie. Ça fait 11 ans qu'il y a la guerre là-bas. On voit les conséquences. On ne peut pas banalement, à cause des élections que nous voyons tous les jours, ce qu'on demande, c'est de travailler davantage pour éviter qu'il n'y ait des situations comme ça. Merci, on peut le faire par 1000 manières, mais en ne privilégiant pas la guerre. Parce que privilégier la guerre, c'est après s'engager dans un processus qu'on ne peut pas maîtriser. Merci. Mohamed Mara, sur le jeu des alliances, mais aussi sur ces violences. Oui, mais j'aimerais d'abord pour tirer quand même quelques leçons de ce qu'on a comme résultat. Il y a un fait qui ne doit pas nous échapper, c'est quand même, si vous voulez, une sorte de nostalgie des Guinéens pour les anciens régimes. Observez partout, le PUP n'a pas disparu. Observez partout, l'UDG qui est dans, si vous voulez, dans la même idéologie, se redresse. C'est assez intéressant. Il ne faut pas voir simplement en termes de lecture à Matoto. Là où tu dis on siège à Matoto, je te rappelle que c'est près de 500 000 électeurs. Il faut voir en termes de quotient électoral pour te rendre compte du nombre de milliers de personnes qui leur ont donné ce conseiller. Tout à fait. C'est là où tu peux commencer à comprendre. C'est là où on commence le décryptage. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est un conseiller,
Un conseiller à Matoto n'est pas égal à un conseiller à l'Elouma centre par exemple. C'est pas la même densité en termes de population. Ni ça c'est extrêmement important. Ni à Kaloum. Voilà. Donc je rappelais tout à l'heure que vous aviez le cas du PUP. Vous avez le cas, comment on appelle cela, en dehors du fait même de ne pas avoir de conseil, regardez les suffrages, essayez de les cumuler, vous allez vous rendre compte que ces partis, quoi qu'on en dise, continuent d'exister. C'est important. Il y a le cas, tout à l'heure, vous faisiez le parallèle avec le PEDN, qui était quand même arrivé, je crois, 4e en 2010. Et aujourd'hui, qui a été balayé devant un parti comme le PUP, quoi qu'on en dise. Ça doit donner à réfléchir. Du côté de Kaloum, même si elle s'est présentée. Le PDN qui crie toujours à la fraude, hein, c'est vrai. Bien entendu, mais les fraudes, la fraude, on en parle. C'est peut-être vrai aussi que ce parti subit beaucoup. La fraude, on en parle partout. Non, je ne suis pas pour le moment dans ce débat. Ils sont malheureux. Aboubacar, suivez mon raisonnement. Je parle d'un fait précis, s'il vous plaît. Voilà, la fraude, quand il y a fraude, c'est, si vous voulez, l'ensemble des partis opposés qui subissent la fraude. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, ce dont je parle, c'est que malgré ces fraudes supposées, il y a que ces partis, si vous voulez, qui ressuscitent la mémoire, si vous voulez, des régimes anciens, continuent de perdurer. La percée d'Aminata Touré du côté de Kaloum doit nous interpeller. Vous n'allez pas me dire que ce sont des jeunes de 18 ans ou de 20 ans qui ont certainement voté pour Aminata de ce côté. Quand vous prenez les tranches d'âge, malheureusement chez nous, on ne fait pas de sondage dans les urnes pour savoir est-ce que qui, par exemple, les femmes votent, qui les jeunes, par exemple, de 18 à 25 ans votent, ainsi de suite. Mais ça peut donner une indication. Ces régimes-là, par exemple, ne sont pas connus des jeunes de 18 à 25 ans forcément aujourd'hui. Ça veut dire, quelque part, que probablement, il y a un désamour des jeunes pour, si vous voulez, cette consultation, et que, contrairement à ce qu'on a pensé, peut-être que les vieilles personnes ont beaucoup plus voté. Récemment, en Grande-Bretagne, on a subi un phénomène similaire. Où les jeunes ne sont pas allés voter suffisamment, mais les vieilles personnes ont voté le Brexit, alors que c'est même pas leur avenir qui est concerné, mais c'est l'avenir des jeunes. C'est extrêmement intéressant. Bien, sur les violences. Maintenant, bon, pas les violences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est davantage le processus maintenant, puisque MAF le réclamait. Aujourd'hui, elle a raison de dire qu'il ne suffit pas d'arriver en tête pour avoir la mairie. C'est important. Aujourd'hui, à Conakry, bien malin celui qui pourra vous dire, par exemple, dans telle commune, c'est tel parti qui donnera un maire. Il y aura un jeu d'alliance pratiquement comme des triangulaires qui vont devoir s'imposer. Mais après cette première étape, donc, les conseillers en question vont se réunir pour élire l'exécutif. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'exécutif communal. Donc, à la tête, le maire, en principe, du parti qui est arrivé en tête. Je dis bien en principe. Mais il y a une autre conséquence, et à mon avis, moi, c'est ce qui m'effraie un peu. C'est que chaque parti arrivé, ou chaque liste plutôt, arrivé en tête dans un quartier ou dans un district, rafle déjà le district. Donc automatiquement après l'élection des maires, au niveau des quartiers et des districts du pays, il y aura la mise en place de ces chefs de quartier et de ces chefs de district. Par exemple, si l'UFDG arrive en tête à Kaporo, par exemple, dans un bureau, en fait, dans le quartier, par exemple, Kaporo, automatiquement, l'UFDG, par exemple, Kaporo Centre, par exemple, automatiquement, l'UFDG va désigner le maire à cet endroit. Si le RPG, par exemple, est arrivé, le chef de quartier, par exemple, si le RPG arrivait, par exemple, en tête dans un quartier, par exemple, à Mali 2, dans la préfecture de Mali, automatiquement, c'est le RPG qui va désigner le chef de quartier. Et c'est là où, justement, ce qu'on a senti au moment de la communale pourrait, si on ne fait pas attention, poser beaucoup plus de problèmes. Mais ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, vous voyez des partis. Pourquoi un parti, par exemple, comme l'UFDG se bat notamment du côté de Dixine? Ça peut s'expliquer. Ils sont arrivés en tête, c'est reconnu qu'ils sont arrivés en tête, mais l'écart a été tellement, si vous voulez, rétréci, qu'il y a un autre enjeu derrière qui ne doit pas nous échapper. C'est que dans 2 mois, on va élire le maire central de Conakry. Or, c'est l'ensemble de ces conseillers-là au niveau de chaque région qui vont devoir élire le maire central. Donc, il ne suffit même pas d'arriver en tête dans une ou dans 2 communes, mais il faut avoir un maximum de conseillers sur l'ensemble de la région ou du gouvernorat de Conakry, par exemple, pour avoir la mairie centrale. Et voilà l'autre enjeu qui se cache. Et c'est ce qui, à mon avis, aujourd'hui, explique la lenteur, même si le président de la CENI, maintenant je vais terminer dessus, dit sur Jeune Afrique que à cause des routes, de l'état des routes, il y a certains résultats qui retardent. L'article 14 du code électoral révisé dit que c'est par le moyen le plus rapide que les résultats sont communiqués à la CENI. Ça veut dire quoi? Déjà, il y a eu des exemples en 2015.
beaucoup de procès-verbaux sont arrivés plutôt par voie d'email. Alors que le président de la CENI dise, ce Jeune Afrique, que Matoto est une zone semi-rurale. Écoutez bien, en pleine capitale, que Matoto est une zone semi-rurale, où il y a des fleuves, où il y a des montagnes, où le problème des routes peut empêcher les gens de communiquer rapidement les procès-verbaux. Attendez, le problème est que le journal demande, vous parlez de Matoto qui est en pleine capitale, et dit oui. Il dit que beaucoup de gens ignorent les problèmes de route dans la commune de Matoto. C'est ce que je n'ai pas. Et de l'autre côté, c'est le ministre de la Justice qui, dans le même sillage des mêmes mensonges politiques, nous dit aussi que non, les magistrats n'ont fait qu'annuler quelques votes, écarter quelques votes, en attendant qu'il y ait le contentieux. Mais relisez bien les articles 13 et 14. Il n'appartient pas à ces magistrats au niveau de ces CACV. Et la CENI l'a rappelé, il ne leur appartient pas d'annuler par exemple 150 bureaux de vote par exemple, entre Matam et Dixon, comme l'a révélé Selouda Ndialo. Si cela s'avère, c'est un scandale. Et ces agissements donc d'un procureur de la République dans un dossier, très rapidement, en résumé. Si vous voulez, c'est une plainte dont j'ai copie ici contre le procureur de la République, Mondjour Chérif. Adressé, je crois, en date du 1er novembre 2017, donc très récemment. Et le secrétaire général également du CSM, donc du Conseil supérieur de la magistrature, a été saisi. Également, vous avez le ministre en charge des relations entre la présidente, en fait, des relations avec les institutions républicaines, qui a été également saisi. Donc, par, si vous voulez, le conseil de M. Abdoulaye Soumaoro. Alors, je ne vais pas revenir sur l'affaire aujourd'hui, mais ce qui est là, grosso modo, qu'est-ce qu'on reproche au procureur de la République? Alors, si vous voulez, c'est la Cour suprême, parce qu'il y a un litige entre M. Abdoulaye Soumaoro, qui est actuellement incarcéré, et un Italien. M. Abdoulaye Soumaoro, si vous voulez, c'est le promoteur des fours qui fabriquaient les petits pains Martini, du côté de Lambagny, c'est connu. Voilà, justement, et qui a été fermé, ce four a été fermé. Il est en conflit avec son partenaire qui est italien autour de la propriété de la société. Voilà. Mais il se trouve que les documents qui sont là prouvent, par exemple, celui que j'ai ici, notamment l'acte d'achat, une copie par exemple de l'acte d'achat du four en Italie, c'est que le four appartiendrait à M. Abdoulaye Soumaoro. Mais il y avait, comme je vous le dis, il y avait d'autres histoires, notamment de détournement, et ainsi de suite, pour lesquelles il était poursuivi par son co-associé. Donc, au cours du procès, curieusement, on a tenté à un moment donné de ramener la question du four dans le contentieux. Mais le tribunal a rejeté cela parce que, si vous voulez, la copropriété sur le four n'a pas été prouvée. Bien, donc le procès a continué sur les autres volets. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sort un acte de cogestion du tribunal pour désormais imposer la cogestion aussi du four. Ce qui a amené des problèmes. Donc, M. Abdoulaye Traoré a interjeté appel. Donc, et l'appel, si vous voulez, a annulé cette décision. Et puis, de fil en aiguille, ils se sont retrouvés à la Cour suprême. La Cour suprême également a annulé, notamment en date du... Est-ce que j'ai la date là sous les yeux? Oui, du 22 décembre 2016, donc, a annulé l'ordonnance qui avait fermé le four, donc l'ordonnance numéro 297 du 26 avril 2016, et a ordonné la réouverture du four. Donc, depuis décembre 2016, qu'est-ce qu'on reproche? Les avocats tentent de rouvrir le four. Par 3 ou 4 fois maintenant, l'huissier est saisi et, si vous voulez, il fait recours à la force publique pour venir ouvrir le four. Quand il ouvre le four le matin, et l'huissier et les parties nous expliquent que la première fois, quand ils sont venus pour ouvrir le four, le procureur en personne a appelé les gendarmes pour leur dire de reculer. Ils ont dit non, on ne peut pas parce que nous sommes avec un huissier qui a même la grosse d'exécution, donc venant de la Cour suprême. Et dans la grosse, il est dit d'ailleurs que le procureur lui-même doit se mettre à la disposition justement de la justice pour exécuter donc l'arrêt de la Cour suprême. Cela s'est déjà répété 3 fois. Mais le pire, c'est que quand on ouvre, on casse donc les cadenas le matin, les gens ils placent leur cadenas pour procéder donc au nettoyage et ainsi de suite. La nuit, c'est autre que le jeune frère de monsieur Mondjour Chérif, d'un certain Amidou Chérif, et un autre Mohamed Kondiano et Mamadi Konaté qui reviennent nuitamment, qui ferment. Donc il y a eu 3 plaintes de suite contre le jeune frère du procureur et les 3 plaintes sont restées sans suite.
Donc le problème il est là, donc il y a des interférences. Et la question qu'on se pose, à quel moment le jeune frère du procureur est arrivé dans ce dossier? Parce qu'il n'était ni de près, ni de loin mêlé à la gestion de cette entreprise. Mais curieusement, il devient subitement, lui aussi, un co-gestionnaire de cette société pour laquelle l'un des associés est en prison. Et tout cela en l'absence même du plaignant. Depuis le début du procès, le plaignant n'est pas là, il y a eu des condamnations, le plaignant n'a jamais mis les pieds. En sorte que l'accusation à un moment donné a demandé purement la relaxe pure et simple du prévenu. Donc c'est le problème qu'on a. Il y a en ce moment une plainte contre M. Moundjour Chérif au niveau du CSM. Donc, au Conseil supérieur de la magistrature. Au Conseil supérieur de la magistrature. On attend fiévreusement de voir quelle va être la décision parce que vous savez, dans un passé récent, il y a des magistrats qui ont subi des sanctions justement pour ce type d'interférence. Bien, on va suivre donc ce dossier. On va y revenir plus en profondeur la semaine prochaine. Bassikou, pendant ce temps, les occupants des bas-fonds de Lambaye de Kobaya inquiets. Depuis mi-décembre 2017, il y a le ministère de l'aménagement de la ville qui a pris un communiqué, donc qui a pris une décision conjointement avec la société Mar Grandisio en charge de l'aménagement donc de ce bas-fond-là pour annoncer un programme d'indemnisation des populations qui sont installées dans les bas-fonds qui commence par Lambagny et qui continue à Kobaya, Tayaki jusqu'à Waria, de venir pour l'indemnisation et qu'un délai de 15 jours les a été donné à ceux qui quittent les lieux. Le problème, c'est que c'est des gens qui ont acquis des titres de propriété auprès des communes, auprès des autorités locales concernées et qui ont fait des investissements assez importants parce que si vous vous rendez de ce côté-là, vous voyez des maisons qui sont réalisées à coût de plusieurs millions, voire même des milliards donc, de francs guinéens. Donc aujourd'hui, ils sont inquiets de tout ce qui est fait comme investissement. Je me rappelle très bien que un moment, les populations autochtones même s'étaient levées pour dire qu'il n'est pas question que ce domaine-là soit mis à la disposition de ces entreprises chinoises-là, parce qu'on apprend qu'il y a 3 entreprises chinoises qui ont été sélectionnées, qui vont construire des maisons d'habitation, beaucoup d'infrastructures, bien sûr, qui appartiendront finalement à l'État. Donc aujourd'hui, de ce côté, c'est l'inquiétude. Les opérations de déguerpissement sont annoncées dans les jours à venir. C'est vrai qu'elle avait été annoncée pour mi-janvier 2018, mais pour le moment, on attend et c'est l'inquiétude, c'est une grosse déception pour ces populations de voir leur investissement partir en fumée, parce que bientôt, ce sont des machines qui vont rentrer en action là-bas et vous connaissez très bien la suite à Boubacar Diallo. La suite aussi ici. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Boké, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Bien, donc on va continuer cette émission. Antoine, donc vous étiez du côté de Dixine hier. Oui, effectivement, nous y étions après l'annonce de la nouvelle des violences. De ce côté, on a tenté de comprendre ce qui se passait exactement. Et donc, on a commencé par le domicile de Cyril Dalen Diallo pour comprendre exactement l'origine des violences, mais surtout la nature. On s'est rendu compte qu'il y avait des blessés à ce niveau-là, au nombre de 12 personnes recensées par la Croix-Rouge. Et on a aussi entendu ces blessés au domicile de Selou qui, selon la version des faits, ont été agressés par des jeunes venant du quartier Dixine. Et donc, selon eux, ils étaient au départ au nombre de 5, sans comprendre pourquoi on les attaquait. Et ils ont vu des pierres qui leur ont été jetés dessus par des jeunes du quartier. Ils ont tenté de se défendre en ripostant également. C'est par la suite qu'ils ont fait appel à des renforts qui sont venus et s'en est suivi ces violences qu'on a connues. Les accusations étaient à l'encontre de l'honorable Abakar Souma qui est transfuge de l'UFDG. Et donc, il y a eu ces accusations à son encontre. On a tenté de mieux comprendre en allant vers l'homme lui-même et savoir ce qu'il disait des accusations portées contre lui. Abakar Souma, qui, on l'a suivi à la veille, avait annoncé la mise en place d'un groupe d'autodéfense au nombre de 1200 jeunes dans le quartier Dixine, 50 jeunes notamment par quartier, qui devaient défendre le quartier parce que, selon ce qu'il nous a rapporté, il y avait des violences inouïes depuis l'annonce des résultats des élections par la CENI venant des militants de l'UFDG qui, à travers des caravanes, annoncent être vainqueurs dans les différentes communes de Conakry. Donc,
Dans le quartier d'Ixine, dans la commune d'Ixine, selon Abakar Souma, beaucoup de violences ont été perpétrées contre des habitants du quartier sans comprendre d'où ça provenait. Donc, et c'est en réponse à cela qu'il y a eu cette violence contre les militants de l'UFDG et jusqu'au domicile de Cellou Dalein Diallo. Donc il faut comprendre qu'Abakar Souma, pour un départ, n'a pas reconnu être derrière ce qui se passait, mais a reconnu avoir mis en place des groupes d'autodéfense dans les quartiers pour défendre la commune d'Ixine. Donc on a poursuivi notre interview avec lui, qu'on retrouvera bien sûr ce dimanche en exclusivité sur Espace TV. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des accusations de part et d'autre. Chacun tire le drap de son côté. Et donc le chef de quartier de Dixine Centre 1 est pointé du doigt parce qu'il y a eu le domicile du candidat de l'UFDG qui a été attaqué par des jeunes du quartier qui disent en avoir marre des violences généralement perpétrées par les militants de l'UFDG. Bien. Et donc je crois qu'on va revenir largement là-dessus. Donc on va y revenir dans la deuxième partie à travers aussi nos invités qui vont intervenir et sans oublier monsieur Aboubakar Souma, secrétaire général élu du SLEG. Une pause, on revient. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.